En manchette ce soir, le drapeau de Winaway après sac endommagé. La communauté de Long Point First Nation est ébranlée par cet acte. As for the culprits, we're not sure who it is. De nouvelles franchises québécoises s'implantent en Abitibi-Témiscamingue. On constate maintenant que les grandes bannières reconnaissent Rwanda comme un endroit où il fait bon faire des affaires et s'implanter à long terme. Et blitz de travaux à terminer dans la région avant que l'hiver ne s'installe. On voit malheureusement de l'apparition de nids de poules à ce temps-ci, fait qu'on veut essayer là, de régler tout ça pour la prochaine saison hivernale. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA Nouvelles. Le drapeau érigé près de la mine La Ronde à Pressac par la communauté de Long Point First Nation est endommagé. Ça s'est passé ce week-end et cet acte secoue la communauté de Winaway. Kimberly Hall a les détails. Plus d'une semaine après avoir hissé son drapeau au coin de la route 395 et la 117, l'emblème de la Première Nation de Long Point a été vandalisé. C'est un manque de respect total, selon le chef de Winaway, Henry Rogers. Il affirme que la communauté est ébranlée par cet acte. People have, I guess, expressed displeasure, I guess, with the turn of events, because with the social media and all this stuff, it spreads quite rapidly. And there was some photos that was distributed through virtual, also through Facebook and what have you. So it's pretty well known already. Le chef prévoit de porter plainte à la Sûreté du Québec prochainement pour tenter de trouver le coupable. I think it's unfortunate that someone had to do that. Our intention is to find out about it, who may have done that. We're not sure. We don't want to make any assumptions, however. D'autre part, le ministère des Transports et de la Mobilité durable conteste l'installation du drapeau près de l'autoroute pour des raisons de sécurité. C'est ce que confirme Steve Mathias, chef négociateur de la Première Nation Long Point First Nation, qui a été contacté par la Sûreté du Québec la semaine dernière. Malgré cela, le chef de la communauté de Winaway prévoit tout de même remplacer le drapeau à une date ultérieure. La préfète de la MRC du Témiscamingue, Claire Bolduc, se désole de la situation. Toute la question territoriale des Premières Nations présentes en Abitibi-Témiscamingue, elle doit d'abord se discuter, travailler entre les Premières Nations. Je trouve malheureux qu'un drapeau soit vandalisé. C'est quand même un symbole fort pour une communauté. Par téléphone, la chef de la Première Nation d'Abitibi-Winnie, Chantal Kistabiche, est d'avis qu'un drapeau doit toujours être respecté et assure qu'elle n'a aucune idée qui aurait commis ce geste. D'ailleurs, elle est prête à collaborer avec la Sûreté du Québec pour aider à résoudre cette affaire. Kimberly Hall, RNC Nouvelles. Évidemment, si on a du nouveau, on vous tiendra au courant. On passe aux faits divers puisque le service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda a combattu cet après-midi l'incendie d'un garage dans le quartier Baudry sur le boulevard Témiscamingue. Heureusement, la résidence des propriétaires était loin du brasier. 22 sapeurs de Noranda, Magweders, Évin et Baudry se sont succédés pour lutter contre l'élément destructeur. Un enquêteur du service de sécurité d'incendie tente toujours de déterminer l'origine de l'incendie. Toujours dans les faits divers, un homme de 23 ans a perdu la vie dimanche matin vers 5h45 dans un accident sur la route 111 près de Tressesson. Une mort atroce alors que la voiture a pris feu après avoir heurté un cap de roche. La victime n'a pas été en mesure de sortir malheureusement de l'habitacle de son véhicule. L'enquête n'est toujours pas conclue, mais selon les informations de la Sûreté du Québec, la fatigue pourrait être en cause. Sur la scène judiciaire maintenant, l'État québécois tente de saisir l'ancienne demeure de James Testa située sur le rang Boisclair à Rouyn-Noranda. La maison est actuellement la cible d'une ordonnance de blocage d'un produit de la criminalité par les autorités judiciaires. La résidence aurait été le théâtre de plusieurs crimes d'ordre sexuel pour lesquels l'individu de 55 ans est accusé sous plus de 30 chefs. Deux importantes bannières québécoises auront pignon sur rue sous peu en Abitibi. C'est le cas de la chaîne de Pizza Salvatore et de l'épicerie fine spécialisée en vente de bière de microbrasserie La Petite Frette. Alexandre Cabana a plus de détails. Pizza Salvatore a récemment fait l'acquisition des anciens locaux de Pizza Pizza sur l'avenue La Rivière à Rouyn-Noranda,
et ouvrira la première succursale de l'entreprise familiale dans la région. Et nous aussi, on est contents. C'est le genre de ville où est-ce qu'on on est vraiment proche des communautés dans lesquelles on s'implante. Puis, tu sais, des fois, quand on va dans le coin de Montréal, on a moins cet esprit de communauté-là. Fait qu'on est super contents. Là. Ça va être notre premier restaurant en Abitibi-Témiscamingue. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment une région qui nous intéresse, puis un marché dans lequel on n'est pas présent présentement. Donc, on commence par Rouyn-Noranda, mais d'après moi, les résultats vont être au rendez-vous. On va travailler fort avec l'équipe sur place. Mais Val-d'Or, d'après moi, ça devrait venir sous peu. Du côté de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rouyn-Noranda, l'arrivée de nouvelles franchises n'est pas un hasard. Le président David Lecourt note que l'économie se porte bien, ce qui fait en sorte que, selon lui, des bannières comme Salvatore ont envie de s'implanter sur le territoire. Bien, c'est que Rouyn-Noranda entre vraiment dans le circuit des grandes bannières. Alors, c'est clair que Rouyn-Noranda était un petit peu... Bon, on était loin, mais on constate maintenant que les grandes bannières reconnaissent Rouyn-Noranda comme un endroit où il fait bon faire des affaires et s'implanter à long terme. Donc, on peut voir dans les prochaines années de nouvelles bannières qu'on voyait habituellement ailleurs au Québec s'installer à Rouyn-Noranda. À Val-d'Or, c'est l'épicerie fine spécialisée en vente de bières de microbrasserie québécoise Tite Frette qui s'installe au centre-ville. Considérer que c'est un beau marché parce que, premièrement, les revenus moyens à Val-d'Or sont quand même assez élevés de par, justement, l'économie qui est présente. Le coût de la vie est quand même un petit peu plus bas qu'en grande ville, comme à Montréal, des choses comme ça. C'est attrait pour la clientèle que le niveau commercial. Étant donné que la boutique Tite Frette, c'est 100% Québec, bien, généralement, quand on a un marché qui aime l'économie locale, qui aime encourager local, bien, il adore ça, notre boutique. La Chambre du commerce de Val-d'Or voit l'arrivée de Tite Frette en ville comme un autre moyen de mettre en valeur les produits locaux. La directrice générale Hélène Paradis rappelle l'impact que peuvent avoir les franchises dans la communauté, notamment par leur implication. À Val-d'Or, on se fait un devoir d'être attractif, d'être intéressant, mais aussi de bien enraciner ces gens-là, s'assurer qu'il fait bon vivre. Fait que c'est important d'avoir l'empreinte de notre territoire. On est une petite bébite particulière, le territoire d'Abitibi-Témiscamingue, fait qu'il faut avoir cette couleur-là. Mais je pense que tous ceux sont bienvenus pour encore là offrir des services à notre population sur notre territoire. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Dans un autre dossier, plusieurs travaux de réfection des routes ont été réalisés cet été dans la région. C'est d'ailleurs le cas pour les villes de Val-d'Or, Amos et Rouyn-Noranda. Et qu'il y a d'autres travaux d'entretien sont encore à prévoir dans les prochaines semaines. Effectivement, Mélissa, avec l'arrivée de la saison froide et de la neige qu'on a déjà reçue ce matin, ça complique légèrement les travaux qui étaient prévus à l'échéancier des différentes municipalités. Plusieurs projets ont d'ailleurs été remis en 2024 en raison des conditions de météo. C'est ce qui explique, oui, la directrice des travaux publics et des services techniques de Rouyn-Noranda. Je vous laisse l'entendre à ce sujet. Je vous dirais, on est dans une période qui est beaucoup plus fébrile parce qu'on se retrouve avec la fin de la saison, début de l'hiver. Les conditions météorologiques, si elles sont favorables pour nous, ça nous aide. Dans certains cas, on a vu beaucoup de pluie dans les dernières semaines, donc énormément d'accumulation d'eau sur les chaussées, ce qui vient compliquer le travail aussi là, pour le nivelage, la préparation hivernale, puis aussi, bien, on voit malheureusement de l'apparition de nids de poules à ce temps-ci, fait qu'on veut essayer là, de régler tout ça pour la prochaine saison hivernale. Il faut savoir que cette année, la ville de Rouyn-Noranda a investi 12 millions dans la réfection des routes et des réseaux d'aqueducs et d'égouts. D'ailleurs, les villes à qui j'ai pu parler estiment que leurs travaux de réfection des routes se sont bien déroulés dans l'ensemble cet été. Par contre, certaines opérations ont demandé la patience des citoyens. Les villes ont donc dû favoriser leur communication en informant au maximum la population sur la tenue des travaux. Je vous laisse entendre Sylviane Mayotte de la ville de Val-d'Or et Régis Fortin de la ville d'Amos concernant le bilan des projets qui ont été réalisés cet été. Oui, donc en 2023, c'est certain que notre plus grand projet fut la revitalisation du centre-ville, soit la phase 3, qui nécessitait pour la première fois là, dans la revitalisation le changement complet des conduites. Où est-ce qu'on a eu des retards au niveau de l'échéancier, qu'on a dû revoir le projet, c'est au niveau de la rue Bouchard, essentiellement en raison de la structure du sol. Au niveau de l'ensemble de nos contrats, nous, ça s'est bien déroulé pour pas de grands... surprise qui aurait pu affecter les travaux et on a eu une saison quand même durant la période estivale là, de travaux assez plaisante et favorable pour les entrepreneurs. Là. Du côté de Ville-Marie, certains travaux routiers étaient prévus à l'été 2023. Le maire de la ville, Martin Lefebvre, nous a mentionné qu'ils ont tous été remis en 2024, mais il espère cette fois qu'ils seront réalisés dans des délais attendus. De son côté, la ville de La Sarre n'était pas disponible aujourd'hui pour dresser le bilan de ces travaux. Merci Camilia. Au plaisir. À l'approche du dépôt d'un nouveau budget pour l'an prochain,
L'administration municipale de Ville-Marie au Témiscamingue compte investir afin d'accueillir de nouveaux citoyens. Selon le maire Martin Lefebvre, des terrains actuellement inoccupés sont en demande et pourraient être inclus dans la création de nouvelles rues ou quartiers résidentiels. Des promoteurs en développement domiciliaire ou des particuliers seraient acheteurs. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue est commencé. On fait un retour sur la cérémonie d'ouverture après la pause. On est prête à l'heure actuelle pour accueillir les billets. Ça va bien, tout va bien, oui. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le sentier pédestre du rapide Chute à Grand-Maison à Sainte-Terre-Paroisse accueille maintenant un parcours de jeu d'hébertisme. Ce prolongement au sentier a été rendu possible grâce aux investissements de généreux partenaires pour plus de 80 000 $. La municipalité est fière de pouvoir offrir un nouvel attrait pour les familles et plus particulièrement aux enfants afin de rendre les randonnées familiales plus amusantes. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Après 3 ans, le Forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue était de retour en fin de semaine. Le ministre responsable de la jeunesse, Mathieu Lacombe, et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, David Lecourt, ont pris tous les deux la parole devant une trentaine de jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue. Et au cours de la journée, plusieurs conférenciers du monde politique et entrepreneurial ont témoigné à l'Atrium de l'UQAT. Je pense que c'est primordial de redonner une voix aux jeunes, surtout en région, justement, je l'ai mentionné. La mobilisation jeunesse, c'est difficile. On a de la misère à entendre les jeunes. Je pense qu'en région, c'est un enjeu encore plus. On ne sait pas où aller s'impliquer, où aller parler, où porter de notre voix. Souvent, on parle à des jeunes qui ont quelque chose à dire, ils ne savent juste pas où aller porter leurs préoccupations, leurs idées. Fait que je pense que repartir le Forum jeunesse, ça va vraiment permettre de redonner cette voix-là aux jeunes témiscabitibiens. Et on reste à Rouyn-Noranda puisque la maison L'Orvol célèbre ses 20 ans cette année. La maison de soins palliatifs a lancé aujourd'hui sa campagne de financement pour recueillir 400 000 $. Un reportage de Vincent Tremblay. La maison L'Envol a ouvert ses portes le 15 mars 2003. Plus de 1250 personnes ont résidé à la maison de soins palliatifs à Rouyn-Noranda. 20 ans plus tard, L'Envol est toujours bien implanté dans la communauté. Une fierté pour l'une des fondatrices. Je suis très fière, très contente que cet objectif-là ait pu être atteint, surtout pour la population de Rouyn-Noranda, parce que ça faisait longtemps qu'on pensait à ce projet-là. Donc, on s'est inspiré des maisons de soins palliatifs qui existaient déjà au Québec pour créer à la couleur, je dirais, de la région de Rouyn-Noranda pour créer ce projet-là. Moi, je la trouve belle. Lucille Bolduc est impliquée depuis les tout débuts en 2003 et même auparavant. Il faut remonter à 1992 pour les premiers balbutiements du projet. Ça aura pris 10 ans avant que la maison L'Envol voie le jour. Je voulais être sûr qu'on faisait tout ce qu'on avait à faire. On avait commencé depuis 1985 à accompagner les malades à l'hôpital. On était chanceux, il y avait une infirmière qui nous a beaucoup aidés pour le départ. Elle-même a fait de l'accompagnement. Financé en partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, dans les prochaines semaines, les bénévoles de la maison de soins palliatifs vont recueillir les dons. Ils ont besoin de 400 000 $, soit 40 % du montant total nécessaire, selon le président Serge Gauthier. Les Rouyn-Norandiens sont toujours généreux avec l'organisme, même 20 ans après l'ouverture. Définitivement, la population est au rendez-vous année après année qui nous supporte. C'en est remarquable de voir comment est-ce qu'on est bien supporté. On a une belle notoriété auprès de la population. Le 400 000, c'est vraiment le support qui n'arrive pas du CISAT, donc du ministère de la Santé. Donc, le ministère de la Santé compte environ 60 % de notre coût d'opération. Donc, le 400 000, c'est 40 % qui vient via plusieurs activités de financement que l'on a. Le porte-à-porte, bien sûr, qui est notre plus grosse activité de financement. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et Stéphanie, c'est samedi que se déroulait la cérémonie d'ouverture de la 42e édition du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue.
Oui, et je peux vous dire que les gens étaient au rendez-vous ici même, au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda pour profiter des festivités qui vont se tenir jusqu'au 2 novembre prochain. Je vous rappelle qu'on a une belle programmation. Près d'une centaine de films sont présentés. On a quand même 41 premières, dont 13 mondiales, 8 nord-américaines, 10 canadiennes et 10 québécoises. Une très belle fierté pour l'organisation. Je pense qu'on a la recette idéale là, pour... on a établi une programmation pour faire en sorte que les gens soient heureux. Puis, mais on est fébrile, on demeure toujours fébrile. C'est là, les gens sont arrivés, les gens sont déplacés, il y a la météo, il y a tout rentre en jeu, mais chaque segment arrive en son temps, puis on est prêt à l'heure actuelle là, pour accueillir les billets. Ça va bien, tout va bien, oui. Et Stéphanie, les gens ont pu faire le visionnement de 2 œuvres cinématographiques qui gagnent en popularité. Il s'agit du film L'Abbé Pierre, une vie de combat qui a été présentée en grande première ici même, nord-américaine. Il ne faut pas oublier non plus le court-métrage Chamard qui a fait beaucoup jaser. Écoutez, c'est réalisé par des gens d'ici en plus. On parle de Annie-Claude Caron, de Danick Audette à la réalisation, qui a obtenu, soit dit en passant, le prix du Best Narrative Short Film au festival Tribeca de New York. C'est pas rien parce que ça leur permet de peut-être remporter un Oscar. On va se croiser les doigts pour la suite. C'est un projet qu'on avait très, très hâte de nous présenter. Dès qu'on a eu notre premier oui, 2 jours plus tard ou 3 jours, c'était la pandémie qui a éclaté. Donc, le film, c'était un film d'hiver. Donc, on s'est dit, bon, on va décaler d'1 an. Puis après ça, ben, l'hiver d'après, il y avait encore la pandémie. Fait qu'on a redécalé d'un autre. Fait que c'est un film qu'on a vraiment pu travailler, retravailler le scénario, etc., jusqu'à temps qu'on soit prêt à le tourner pour vrai, puis le présenter ce soir. Et par la suite, on a 3 grandes personnalités du monde culturel qui ont reçu les grands honneurs. On parle de Madeleine Perron, Sandy Boutin et Steve Jolin qui ont reçu la médaille du député offerte par Daniel Bernard. Ces médailles-là ont été remises pour leur implication, pour souligner, honorer et les remercier pour leur travail, justement, au sein de la société, au sein du développement culturel et événementiel. Une médaille du ministre et du député, donc... C'est cool, c'est une belle attention. Je ne m'attendais pas du tout à ça, puis je pense que c'est important de souligner ce travail-là, puis aussi particulièrement de ce qui se passe ici en région. Fait que oui, j'ai été très touchée, moi, personnellement. Puis comme le dit l'adage, c'est nul n'est prophète en son pays, fait que de recevoir un petit tape dans le dos comme ça, parce que c'est quand même une belle tape dans le dos pour poursuivre puis continuer le travail qu'on fait, de la part des gens qui sont ici, pour qui on le fait, bien, c'est vraiment encourageant. Ça, c'est quand même... C'est touchant. C'est touchant parce que ça vient de la famille. Et pour terminer, je vous rappelle qu'on continue ça ce soir derrière moi, toujours au Théâtre du Cuivre, avec une grande première nord-américaine de Chapelle pour vous, mesdames et messieurs. Bon festival. Merci Stéphanie. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, comptez-vous profiter des films dans le cadre du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue? Vous avez répondu non à 95%. Nos 2 équipes régionales étaient en action encore une fois ce week-end. On va faire le point dans un instant sur les moments forts des matchs et les joueurs qui se sont démarqués. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Plusieurs équipes de hockey de la région étaient en action lors des derniers jours. Johan Carrière nous résume la fin des semaines des foreurs, huskies et forestiers. Avec une victoire de 7-3 contre les Olympiques de Gatineau et une défaite de 2-1 en tir de barrage contre les Voltigeurs de Drummondville, les Huskies terminent leur fin de semaine d'Halloween avec 3 points. Avec 5 victoires à ses 7 derniers matchs, la Meute semble se réveiller de son début de saison plus difficile. C'était pénible au début de l'année. Je pense qu'on s'est fait dire par tout le monde qu'on était beau, puis bon, puis fin. Là, on commence à réaliser que pour avoir du succès, il faut aller le chercher parce qu'il ne viendra pas à nous.
Donc, oui, on progresse bien. Beaucoup de belles choses dernièrement, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. De leur côté, les Foreurs ont connu moins de succès en s'inclinant 8-5 contre Gatineau et 4-2 contre Drummondville. Le Vert-et-Or est maintenant sur une séquence de 7 défaites et ne compte que 2 buts en avantage numérique sur 26 occasions durant cette disette. On ne se le cachera pas. On a gagné des gros matchs en début de saison parce que l'avantage numérique faisait le travail. Là, présentement, on a de la misère à aller chercher ce but-là. Parce que ça nous, présentement, on ne se cachera pas. Aujourd'hui, l'avantage numérique en troisième, même en première, deuxième, troisième, il nous enlevait notre powerplay, on s'enlevait du momentum. Au lieu de s'en créer, se créer des champs de marqués, amener des lancers au but. Les Forestiers d'Amos ont quant à eux réussi à mettre fin à une séquence de 4 revers avec une victoire de 4-2 contre l'Intrépide de Gatineau vendredi, avant de s'incliner 5-4 en prolongation le lendemain. Même si son équipe a amassé 3 points sur 4, l'entraîneur-chef Sean Lanoux aimerait voir plus d'implication de ses joueurs lors des prochaines rencontres. On a marqué quand même 8 buts, mais notre niveau d'engagement, je pense pas qu'il a été là à 100% pendant 6 périodes. Je pense qu'il y a des moments où on aurait pu être meilleur. Ça va être de continuer à travailler là-dessus, puis continuer à travailler sur nos chances de marquer, puis juste s'assurer de toujours être engagé à 100%. Mais on est content d'avoir ramassé 3 points sur 4. Les 3 équipes seront de retour en action à domicile cette semaine. Les Wildcats de Moncton vont être de passage à Val-d'Or mercredi et à Rouyn-Noranda jeudi. Les Forestiers, eux, ont rendez-vous avec le collège Esther Blondin vendredi. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On reste dans le hockey avec les Gaillards Éclat Québec du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont fait bonne figure au showcase collégial à Sherbrooke cette fin de semaine. Samedi, l'équipe de Sébastien Gaulin s'est inclinée 7-5 contre le filon du cégep de Thetford, la meilleure équipe du classement général. Le résultat de dimanche est toutefois celui qui retient l'attention alors que les Témiscabitibiens ont blanchi les Janois du Collège d'Alma 2-0. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et à la météo, Stéphanie, on l'a vu, mais les premiers flocons ont fait leur apparition. Oui, et c'est loin d'être terminé au grand plaisir des amateurs de motoneige. Je suis tellement contente d'avoir mon manteau d'hiver, ça n'a juste pas de bon sens. Écoutez, pour l'Abitibi-Témiscamingue, pour ce soir et cette nuit, on s'attend quand même à avoir des nuages avec minimum de moins 13 pour le Témiscamingue, moins 12 degrés, avec 40 de probabilité d'averse de neige. Demain, mardi, alternance de soleil et de nuages pour l'Abitibi avec un maximum de moins 1 degré, maximum de 0 pour le Témiscamingue et un aperçu pour mercredi. Retour du soleil, on aime ça. Maximum de 0 pour l'Abitibi, maximum de plus 1 pour le Témiscamingue. Donc, si vous n'avez pas pris votre rendez-vous pour vos pneus d'hiver, ça serait le temps d'y passer. C'est parfait. Merci, Stéphanie. Je termine avec le centre de service scolaire Arikana qui annonce un retard du transport scolaire de 4 heures la journée de la grève générale le 6 novembre prochain. Donc, tous les services des établissements seront suspendus jusqu'à 11 heures. Sur ce, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain.